Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir ma copine Julie, que vous connaissez tous sous le nom de Mamouze. Je suis devenue complètement schizophrène. Mais bien sûr, Julie n'existe plus, voilà. Il n'y a que Mamouze qui existe. Mais Mamouze, c'était le petit nom qu'on me donnait ado de mes potes. Donc si tu veux, vous avez le droit, parce que les gens, ils ne savent plus comment m'appeler. Ils me disent, mais t'es Mamouze, t'es Julie. Je dis, les deux non, me mais vont très bien. On te présente maintenant, on dit bonjour, je vous présente Mamouze. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais, ça plaît à ta famille? Ouais, écoute, tu sais, ils sont pas après. Ils sont un peu farfelus, comme je le raconte dans mon bouquin. Donc non, oui, voilà. Alors, je suis très contente qu'on se retrouve et qu'on parle aujourd'hui de rire et de yoga. Et je vais pouvoir présenter ton livre que j'ai adoré, vraiment. Très sympa. PTDR pour péter de rire ou plus joliment pour une thérapie du rire. Voilà, c'était pour ça. Je sais. Mais franchement, mes enfants l'ont vu et m'ont dit « Ah, c'est drôle, péter de rire ». J'ai dit « Non, je crois que c'est pas ce qu'elle a voulu dire ». Elle me dit « Bah si, maman ». J'ai une éditrice voilà. qui est très stratégique, oui, voilà. Voilà, donc aux éditions Jouvence. Alors, bienvenue sur notre plateau des Conversations du Tigre, parce que les gens connaissent ton humour, mais les gens ne connaissent pas ton côté yogi. Et on va pouvoir parler de yoga et de rire. Quelques mots sur ton parcours pour revenir un peu sur l'histoire qui a amené Julie à devenir Mamouze. Donc, tu es journaliste, ouais. Tu as été quand même dans beaucoup de grands médias, à la fois des magazines et des émissions très sociétales qu'on a tous connues. Tu as bossé longtemps avec Bernard de la Villardière. Je l'adore, Bernard. Il a beaucoup d'humour, c'est ce que je raconte toujours. Si tu travailles avec des gens qui ont de l'humour, tout va mieux et tout passe mieux, quoi. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Et donc, ce parcours de journaliste t'amène à un moment à te poser des questions et à réaliser vers 40 ans que le monde du journalisme est en train de bouger, que ça devient un monde de pubeux, qu'aujourd'hui, les nouveaux médias sont Combini, Brut, les éclaireuses dont on parlait, et tu te réinventes. Oui, tout à fait. C'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer Delarue au pic de sa période, ou Christophe de Chavannes, que j'adore aussi. Mais une fois que tu as vécu toutes ces plus belles rédactions, l'âge d'or de la télé, je voyais bien que tout d'un coup, c'était le type des études qui venaient faire les sujets. Donc, ils disaient, pas l'étranger, ça marche pas. Ah non, refait un sujet qu'on a 1000 fois déjà fait, c'est mieux, on est sûr que ça va fonctionner. Et moi, j'avais pas fait ce métier pour ça. Moi, j'avais vraiment envie d'être toujours à la pointe, presque à l'avant-garde, tu vois, de ce qui va se passer. Et finalement, c'est pas ça qu'on demandait dans les médias traditionnels. Et c'est vrai que j'ai vu une annonce sur le Figaro pour être rédactrice en chef d'Instagram. Et je me suis dit, tiens, c'est bien le digital, justement. Je veux pas être une vieille croutonne de la télé. Donc, il faut que je sois toujours aux aguets. Et j'ai répondu à cette annonce d'Instagram. J'ai passé plein d'entretiens, puisque c'est le groupe Facebook, donc en Irlande, en Angleterre. Ça, c'était après M6, c'était quand tu avais déjà quitté. Ouais, tout à fait. En fait, je savais qu'il fallait que je bouge. Et puis, en plus, oui, il y avait aussi ces contrats qui sont qui rendent une vie très précaire, puisque c'est à l'émission ou de septembre à décembre, ouais. Puis de janvier à juin. Et donc, je passe cet entretien, je chiade ma page Insta, que vous connaissez tous, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours fait ça. Ça n'a pas commencé au confinement, ça a commencé à marcher au confinement, mais j'ai toujours aimé cet humour et cette info un peu distordue. Et voilà, et donc j'étais très contente d'aller voir ailleurs si j'y suis. Mais il y a eu un passage un peu douloureux quand même excuse-moi, Moon adore les bracelets de Kundalini. Il y a eu un passage un peu douloureux où il a fallu trouver ta résilience pour sortir de ce monde du journalisme traditionnel, entre guillemets, de la télé, etc. Et te réinventer et commencer à trouver que finalement, Instagram, les podcasts, tout ça, c'était au moins aussi sympa, si ce n'est plus. Tout à fait. En fait, là, je t'ai fait vraiment un raccourci, mais c'est hyper dur de se rendre compte que tu n'es plus en phase avec ton métier, alors que c'était le métier de mes rêves, que tu n'es plus en phase avec ce qui se passe. Parce que je pense que finalement, là, je te parle de peut-être 3 ans de transformation, mais ça a été très dur de se dire qu'est-ce que je vais faire. Et puis, c'est des tout petits pas, en fait. Le changement, c'est jamais d'un coup. Donc oui, d'abord, j'ai M6 qui s'arrête. Énorme choc, puisque je ne savais plus où aller. Et puis même quand j'ai passé des entretiens,
Je voyais bien que tout d'un coup, ils voulaient des gens qui tournent, qui montent, qui fassent, tu vois, pour un tout petit couteau suisse pour un tout petit salaire, alors que moi, j'étais plutôt voilà, en passe d'être rédac chef ou productrice télé. Donc, c'est vrai qu'il a, tout à fait, il a fallu que je renaisse ou que je réfléchisse à ce que j'allais faire. Et j'ai fait des petits pas et j'ai commencé à donner des cours, j'ai commencé à animer des podcasts. Voilà, il y avait au moment où c'était pas encore une c'était il y a 4 ou 5 ans, des podcasts. T'étais très oui, prescriptrice. Finalement, ça me correspond bien. Je sais pas, je suis verso, j'ai cet esprit-là, je suis très curieuse. Avec l'eau. Je coule avec l'eau et surtout, j'aime quand c'est nouveau. Ça, et c'est pour ça que j'aimais ce métier de journaliste, parce que c'était ça que je croyais. Mais tu as eu peur à ce moment-là, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et on vit dans une communauté où les gens ont le courage de s'interroger, de se poser des questions sur le sens de leur vie, sur leur intégrité, sur là où ils vont. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant dans ces conversations du TIC de rencontrer des personnes qui parlent de changement de vie. Et c'est un vrai sujet. Et est-ce qu'on bascule tout d'un coup et on vire le bébé avec l'eau du bain? Pas du tout. Est-ce qu'on prend le temps, on explore, on tâtonne, on a peur, on trouve des idées? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé ou des choses qui t'ont inspiré à ce moment-là? C'est très juste ce que tu dis, parce que évidemment que c'est très facile maintenant, tu vois. Mais avec du recul, on trouve toujours que c'est hyper facile d'avoir changé de vie. Alors en fait, pas du tout, évidemment, pas du tout. Jamais j'aurais imaginé, je suis tellement heureuse aujourd'hui, mais non, il y a 4 ans, tu m'aurais vu le 1er juillet, donc c'était 2017 ou 2018, où j'étais en larmes. Bah non, quand ça arrête une aventure comme celle d'M6, où j'étais vraiment très heureuse, j'aimais beaucoup Bernard, puis 66 minutes, c'était des très belles émissions, mais j'ai bien compris que c'était la fin, non seulement pour ces questions de contrat, et puis parce que je voyais bien, plus largement, qu'il y avait quelque chose qui... Il y avait plus d'huile dans les rouages, il fallait changer. Donc non, c'est vraiment, encore une fois, c'est minuscule, et puis c'est des rencontres, et puis... En fait, j'étais embarquée dans une boîte de prod et j'hésitais et j'ai rencontré des gens formidables, qui avaient un esprit très ouvert, qui étaient... En fait, heureusement que journaliste et à la télé, c'est un peu producteur. Tu sais, parce que tu es responsable de ton sujet. Donc, tu pars... Ça te donne les clés quand même de la responsabilité. Exactement. Tu es obligé de rentrer. Tu sais pourquoi tu pars. Tu as quand même une idée du sujet, mais tu sais jamais comment tu vas revenir. Est-ce que ça va être ce sujet-là ou pas? Parce que parfois, les conditions font que le sujet va se transformer. Tu as une équipe, donc c'est toi qui es en charge de l'équipe. Donc, heureusement que je savais déjà manier en fait, un projet de A à Z. Mais non, tout ça s'est fait vraiment petit à petit, comme tu dis, avec des rencontres. Le patron de l'EFAP avec qui... Qui t'a proposé un billet. Après avoir donné des cours, finalement. Tu vois, tout ça, c'était des conversations, mais tout ça s'est construit petit à petit. Jamais j'aurais pensé que j'allais être entrepreneuse. Mon père, très entrepreneur, me dit « Allez, vas-y, monte ta boîte. » Je suis journaliste. Boîte de quoi? Enfin, tu vois, j'allais pas... Non, en fait, c'est ça qui est très marrant. C'est vraiment que des petits pas et tu construis. Et oui, c'est des rencontres, tu as tout à fait raison. C'est des gens qui disent tu veux pas faire des podcasts? Podcast, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, pareil, là, aujourd'hui, tout le monde parle de podcast. Mais oui, mais il y a 4 ans, mais moi, voilà, on fait partie de ces moments de vie où on sait qu'on est un peu prescripteur, on arrive, on lance quelque chose, une nouvelle tendance. Moi, quand j'avais lancé le Tigre, tout le monde me disait, mais alors, c'est pas vraiment un club de yoga, c'est un club de sport, c'est un spa. Tu vois, quand tu rentres pas vraiment dans les cases, c'est toujours compliqué de créer ta propre case. Mais toi, ce qui était intéressant, c'est que tu changes aussi de statut. Et en fait, on se rend compte que freelance, salarié, chef d'entreprise, il y a un mindset qui change. Et tu as beau penser que tu es toute préparée à être entrepreneur, tu n'es jamais vraiment préparée à devenir responsable des autres. Parce que être entrepreneur, c'est celui qui va donner le leadership des projets, du staff, des équipes, etc. Et donc, tu bascules à ce moment-là avec la certitude que c'est le bon chemin pour toi. Et tu es déjà maman en plus, donc tu poses plein de questions parce qu'en fait, chef d'entreprise, comme tu dis, au début, c'est juste un statut. Tu vois, je suis chef d'entreprise de moi-même, de ma boîte qui s'appelle Mamousse Prod, c'est ça qui est assez rigolo aussi, qui est complètement le hasard. C'est juste que fallait vite que je trouve un nom et tu vois, caméra subjective, tournée s'il vous plaît, tout ça existait déjà. Donc je dis, Mamousse Prod, allez, va pour Mamousse Prod. Et non, en fait, au début, c'est juste pour payer tes factures, tu vois, c'est ça qui est drôle. Et en fait, tout ça vient petit à petit, c'est-à-dire monter une boîte, ça veut dire surtout savoir qu'il y a payer la TVA, qu'il faut un comptable. Tu vois, au début, c'est ça, chef d'entreprise. URSAF, mais je l'ai déjà eu le mois dernier. Voilà, tu vois, l'assurance, il faut que tout rentre dans les casques, il faut que tu puisses employer des intermittents quand tu as une boîte de prod comme moi. Donc,
une tannée sans nom. Ça, tu le sais pas. Parce que moi, j'adore faire mon métier de productrice et de journaliste. Parce qu'en fait, je fais contenu et contenant. Voilà, les gens m'appellent vraiment beaucoup pour ça. Et ça, autant, ce que j'allais dire, c'est que autant démarcher, rencontrer, ça, vraiment, j'ai cette chance folle que c'est super fluide et ça marche super bien. Le reste, en effet, c'est à la fois découvrir la partie administrative et ensuite gérer les gens. Et ça, c'est vraiment autre chose. Voilà, ça, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Et c'est ça qui est dur, chef d'entreprise, c'est que tu as toutes ces casquettes tout le temps. Oui, oui. Et on n'a pas parlé de la trésorerie, de la facturation, voilà. Donc, et des enfants qui grandissent. Et les enfants qui grandissent, mais ça, je dois dire que c'est mes meilleurs alliés. Ah, ça, c'est génial. Alors, on avance dans l'histoire. Donc, tu commences les podcasts. Tu crées un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle 3 petits points avec Alix Len parce que tu es une passionnée de livres. Oui, parce que les gens ne savent pas forcément. Oui, tu as raison. Mais tu es une vraie passionnée de bouquins. Non, mais je le sais parce que quand on est un vrai passionné de bouquins, on se reconnaît entre nous. Ah ouais, puis on n'est pas chez moi, mais tu verrais, j'ai des montagnes de bouquins comme ça. J'adore, c'est ma passion en effet. En fait, c'est le seul moment où je déconnecte avec le yoga, bien entendu. Mais c'est vraiment le moment où je me fais complètement embarquer. Un bon livre, bien évidemment, mais c'est un moment où tu voyages. Pour moi, ça a été, avec le yoga, le meilleur des somnifères. Je sais pas, le moment où tu es le plus apaisé. Voilà, vraiment, je ressens ça quand je lis. Ouais, et c'est vrai que... C'est ton sas. Alors, je vous recommande vraiment ce podcast, 3 petits points, qui est très sympa, où tu interviews des auteurs. Et après puis, qu'il ait écrit et qu'on l'ait lu, donc c'est assez génial parce qu'avec Alix, d'abord on ne lit jamais de la même manière les livres et c'est très sympa de continuer à partager l'histoire du livre et tu vois, et les personnages, l'histoire des personnages avec l'auteur. Donc en plus on a eu de la chance, on a David Foekino, San Beres, Claire Beres, Aurélie Jean, vous avez Jean, des génial, auteurs sympas. Stéphanie Desor, enfin vraiment Ise Williams, vraiment des auteurs en or qui jouent complètement le jeu et ils sont très contents, les auteurs, qu'on leur parle de leur livre et de leurs personnages hors promo pendant 1 heure. Donc avec Alix on se régale. Ouais, c'est très sympa. Et on arrive à Mamouze, puisque finalement, tu fais ton petit chemin. Ah oui, tu animes aussi une radio de Grande Contrôle. Ouais, en fait, c'est un peu le début aussi. Donc c'est le moment où, voilà, de cette réinvention où il se passe plein de choses. Ouais. Et tout le monde pense que tu passes tes journées sur Instagram, mais je crois qu'on ne sait pas à quel point tu bosses et le nombre de projets que tu pilotes en même temps. Tu donnes des cours, on l'a dit, à l'EFAP. Ça se transmet, l'humour ? Alors c'est marrant, maintenant on me pose de plus en plus ça, je crois que je vais aller voir Blanquer. Blanquer H-A-I-R, bien sûr. Non, en fait c'est un super bon sujet, oui, il faut absolument. Parce que tes étudiants ont envie de ça ? Non, c'est pas ça que je dirais. Ils attendent de toi que tu leur transmettes ces codes ? Non, heureusement non, pas du tout. En fait, tu sais, ça qui est drôle, c'est que je me dis toujours que les gens pensent que je suis humoriste, alors que je suis pas du tout humoriste. En revanche, voir l'actu, voir l'info, voir le quotidien avec Loïc Friz, oui, ça c'est quelque chose d'important. Voir la vie avec du recul. Mais finalement, j'ai vraiment envie de te dire que l'humour, c'est comme le yoga, ça permet de prendre du recul. Et c'est ça en quoi c'est hyper... important de les lier et c'est tellement drôle que tu m'invites alors que sur la couverture je suis en yogi. En yogi, mais bien sûr. Parce que pour moi ça relève vraiment du même exercice. La couverture. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre aux enfants. Tu vois, c'est apprendre à prendre du recul, apprendre à prendre la se mettre à la bonne distance. Se mettre à la bonne distance, c'est ça qu'il faudrait apprendre. Ne pas se laisser envahir par les émotions. Oui, et voilà, exactement, moi c'était ça. Alors justement, c'est là où tu as été une grande yogi, c'est que le confinement arrive, Mamouze existe déjà un peu. Ouais, j'ai 5000 followers. Tu as 5000 followers. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on a dépassé la barre des 110 000. Donc il se passe un truc et tu rentres dans les foyers des Français. Tu es notre meilleure copine à tous du confinement. C'est-à-dire que tout le monde te connaît, tout le monde t'aime. Il y a vraiment ce capital sympathie incroyable qui se crée et tu arrives à créer un lien de proximité avec un média quand même froid, digital et tu nous transportes dans ton humour et dans cette prise de distance parce que justement, comme tu le dis si bien, c'est comme le yoga, ça permet de mettre les choses à leur bonne place. Ouais, tu as parfaitement résumé la situation, c'est exactement ça. En fait, quand tu dis que je suis rentrée dans le foyer, c'est ce qu'on disait de la télé et du JT, bien mais sûr. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai des copines et des copains qui me disaient
ou des gens que je connaissais pas forcément, hein, des followers, comme on dit. Tu sais, en fait, vous êtes l'anti-BFM, quoi. Ouais, c'est ça. T'es le BFM du rire. Mais Voilà. c'est vrai. Et Il y avait BFM, il y avait les apéros sur Clubhouse et il y avait Mamouze. Voilà, c'était nos 3 copains. Parce que du j'adore confinement. l'info, donc moi je suis profondément journaliste, donc j'adore l'info, mais en revanche je trouve que, tu sais, moi c'était une grande bagarre dans mon métier, c'était de mettre tu vois, de la joie, du positif. Pourquoi il faut toujours que les trains n'arrivent pas à l'heure à la télé, alors qu'on peut très bien raconter les super initiatives, des flics qui aident les mecs de banlieue. Tu vois, pourquoi toujours le côté noir? Tu sais, il est dit que les journalistes voient, je sais pas, 10% en plus de négativité les infos. Tu vois. Alors, sachant que on a déjà 70% des pensées, on a entre 30 et 50 000 pensées par jour, dont 70% sont négatives, liées au doute, à la peur, à la colère. Eh ben, les journalistes, ils ont 10% en plus. De plus. Tu te rends compte? Sympa. Donc moi, tu t'imagines? C'est une bonne stat Moi, à partager. la fille en rose. Donc, ne devenez pas journaliste. Voir la vie en rose, c'est compliqué. Donc c'est vrai que moi, parfois, il y a un moment où c'était trop de frottement. Alors donc oui, cette histoire de côté de l'info, mais rigolote. Et puis surtout, je vais te dire, tu as tout à fait raison de parler de lien. Et moi, je crois que, et c'est ça qui m'a le plus plu, c'est que on a tous des galères. Et là, on avait tous les mêmes galères. Et de partager ça, en fait, ça permet de désacraliser complètement. De désacraliser. Et le plus drôle, c'est que finalement, tout le monde se marre. C'est-à-dire transgénérationnel, des vieux, des jeunes, j'ai des enfants. Hein. Quand j'ai fait des signatures, j'ai des enfants qui sont venus demander leurs bouquins. Et ils adorent. Et, tu vois, ils me disent ceux qu'ils préfèrent dedans. Mais tu as aussi des gens connus, des gens pas connus, des hommes, des femmes, des gens de province, des gens. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, l'humour et l'humour un peu potache, tu vois, moi j'essaye vraiment de jamais de. Je m'interdis de me moquer des gens. En plus, ça me fait pas marrer. Moi, j'aime l'absurde, j'aime les jeux collectifs, justement, sur les anciennes. Mais ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, je dirais que oui. C'est un vrai sujet dont on parle dans le livre. Oui, mais tu sais, oui, bien sûr. Mais si tu veux, en fait, souvent, tu sais que c'est toujours la blague. T'étais beaucoup mieux quand t'étais mal coiffé. Tout ça, c'est pas des vraies blagues, tu vois. Ou, en fait, quand c'est se moquer des autres, je trouve que c'est pas du tout drôle. Tu vois, ou même du physique. Moi, ça me fait pas marrer, tu vois. En revanche, je te dis, ce que j'ai adoré, c'est partager avec les followers ces trajectoires Mappy qui donnaient lieu à une chanson. Paimpol, Rennes. Ça, c'était tellement drôle. Tu vois, et ça, c'est hyper sympa. Et je recevais toujours des messages, oh là là, à cause de vous, j'arrive plus à bosser, je pense qu'à ça. Tu vois. Et ça, c'est le vrai humour qui est collectif. Et c'est vraiment de l'humour qui a créé du lien. Et puis, il y a un petit côté un peu chauvin, un peu franchouillard qu'on aime bien. Il y a ce côté très territoire, tu vois. Vrai, on explore la France avec toi, avec ton humour. Il y a ce truc un peu presque Madeleine de Proust, où on revient à des blagues qui nous faisaient rire quand on était enfant, qui nous projettent dans nos quadras. Oui, c'est vrai. Donc, tu as réussi vraiment à te rendre sympathique auprès de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, être Mamouze, c'est aussi supporter des haters? Est-ce qu'il y a des critiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de publier? Tu sais, j'ai de la chance, je vais le dire comme ça, je n'ai jamais de messages de hate. Tu te rends compte? J'ai eu peur. Ça, c'est incroyable. J'ai eu super peur. Je crois que je suis la seule influenceuse qui n'est pas emmerdée. Tu vois, je dis influence. Tu sais que c'était une de mes questions. Non, je rigole parce Donc, que… j'ai la réponse. Tu es influenceuse. Je suis obligée de dire ça, mais bon, même si ça me fait marrer, et bien sûr que c'est un drôle de mot, influenceuse. Mais non, écoute, vraiment, j'ai eu très très peur, hein, parce que c'est ça, ma plus grande peur, c'était ça, c'est quand j'ai eu 5000 followers et puis le lendemain 10, 15, 20 et que ça s'est… c'est monté très vite. J'ai eu hyper peur, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai le droit de continuer parce que moi, je le faisais pour mes copains de copains, tu vois, à la limite. Et donc, je savais que c'était cantonné et que j'allais pas me faire emmerder. Et là, tout d'un coup, que ça s'ouvre comme ça, c'était vraiment ma grosse crainte de ne pas pouvoir faire ce que j'aime faire. Puis je me suis dit, alors attends, tu vois, à chaque fois, voilà, toujours du recul, un peu de méditation, je disais, comment je vais continuer. J'ai continué. T'as pas hésité, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, non mais ça devient trop, les gens me regardent trop, t'as pas pris peur? C'est juste quand ça a basculé. Quand ça a basculé, quand j'ai vu que ça montait, quand c'était exponentiel et que j'arrivais même plus à… Tu sais, j'arrivais plus à liker. 100 000 €, on est un influenceur. 100 000 followers. Oui, 100 000 followers. Oui. Mais en fait, vois, ça, je ne gagne pas du tout 100 000 €. J'aimerais bien, mais c'est pas du tout le cas. Non, je gagne rien du tout. Oui, je gagne absolument rien de mon Insta. Non, oui, parce qu'en plus, tu ne le commercialises pas. Rien. Non, j'avais pas envie parce que justement, c'est comme mon père qui est voyant, il veut pas commercialiser. Là, c'est pareil, tu vois, moi, ce que j'aime, c'est que
tu vois, ce soit qu'on kiffe. J'adore que les gens m'appellent en me disant ah je kiffe ou me disent oh là là vous m'avez sauvé du confinement ou vous me sauvez, vous êtes mon rayon de soleil, quel bonheur. C'est comme ça que je suis rétribuée. Tu parles. Bien sûr. Donc non voilà, j'ai juste eu peur de me tromper d'éditorialisme, enfin tu vois de me tromper de chemin et en fait je me suis dit attends. Calmos, si les gens aiment ma mousse que tu as, toi, et même initié, de voir le quotidien, de sublimer le quotidien, et je vais continuer. Et en fait, j'ai cette chance que ça continue à faire du bien, tu vois. Et il y a des jours où tu as peur de plus avoir d'inspiration, de plus savoir, de plus te nourrir des mèmes qui vont bien. Parfois. J'espère que tu aimes les chiens, j'ai oublié de te poser la question. Les animaux, elle est particulièrement mignonne. Oui, bien sûr, parfois je me dis, oh là là, il va rien avoir. Et puis en fait, l'actu. Oui, tu as toujours quelque chose en fait. Voilà, l'actu est dingue. Donc, et même parfois, je me dis, mais ils font exprès. Ils font exprès. Ils t'alimentent. Mais oui, tu vois, parce que moi, je voulais faire du Gorafi pour de vrai. Bah, je peux te dire que j'en manque pas. Hein, chaque jour. Écoute, tu vois, cette influenceuse qui s'est mariée avec elle-même et qui vient de divorcer. Non, mais, tu vois, tout est fou. L'aspirateur qui s'enfuit. Non, mais je sais pas, tu vois, c'est dingue. Mais c'est sans fin. C'est sans fin. En fait. Mais tu vois, mais il y a quelque chose de très poétique. Alors, oui, le livre est venu finalement comme une évidence. Écoute, c'est une éditrice. Tu aimes les livres, oui. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que, tu vois, on pourrait te dire c'était opportuniste, c'était machin, mais pas du tout. En fait, quand on te connaît, quand on sait à quel point tu aimes les livres, que tu animes ce podcast de livres, bah, à un moment, c'était logique de dire moi aussi j'ai une expérience, moi aussi j'ai une chose à raconter. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, et je vous le remontre et je vous conseille fortement de le lire pour vraiment vous amuser, c'est que tu as des invités dans ton livre et des invités qu'on adore. Parce qu'il y a autant Delphine Orviller qui parle de l'humour juif et elle est très drôle quand elle en parle, que la philosophe Adèle Vendrette qu'on adore dans Les chemins de la philo, et qui donne sa vision un peu plus philosophique de l'humour. Qui disait que les philosophes se servaient de l'humour pour éduquer, tu vois. Comme quoi on pourrait, ce qui est génial, on a Mathieu Demy, on a Bernard Werber, qu'on adore, qui a été un invité des conversations du TIC, qui est absolument génial. Et est-ce que tu sais que Bernard est un yogi? Bien sûr, ça m'étonne pas aussi. Et évidemment, il voyage dans des mondes parallèles. Il est extraordinaire. Donc il y a des invités qui parlent d'humour et qui le relient à leur propre art, à leur propre science, que ce soit la philo, l'écriture, la réalisation, le cinéma, etc. Et donc finalement, tu nous prouves avec ce livre qu'il y a de l'humour partout. Qu'on peut le mettre partout. Que je conseille. En fait, je pense que vraiment, c'est Chaplin qui disait une journée sans rire et une journée gâchée. Et moi, c'est vraiment ce que je crois. Et même dans les pires situations, et c'est ce que dit Delphine, que parfois on peut avoir et qu'on sait qu'on peut avoir des fous rires à des enterrements. En fait, parce que c'est une soupape. Et pour les gens qui n'ont pas de sous, moi, ce que je raconte aussi tous les vendredis soirs, mes grands-parents étaient des immigrés et on passait notre temps à se marrer. Donc, il n'y avait rien, à part des boulettes et du couscous sur la table, et des blagues. Et c'était celui qui faisait la meilleure des blagues. Et c'est ce que dit Romain Gary, que c'est l'arme des désarmés. Et voilà, l'humour, c'est des bienfaits. C'est l'arme des désarmés. Et ouais, cette phrase est magnifique. Et c'est des bienfaits physiques. Voilà. En fait, ce que j'ignorais, moi, je le faisais de façon complètement intuitive. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, c'est une maison d'édition qui est venue me chercher. Qu'est-ce que je racontais? Tu vois, feuille blanche. Et en fait, en tirant ce fil, en lisant Romain Gary qui raconte ça à Groucho Marx quand il est consul à Los Angeles et qui dit c'est l'arme des désarmés, ça m'a complètement débloqué. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est partout l'humour. Et en interviewant tous ces gens, même Brigitte Millot, qui est médecin avec qui j'ai commencé mon métier de journaliste, elle raconte les bienfaits physiques. Et ça, c'est incroyable. Bien sûr, d'augmenter les capacités respiratoires, la régénération cellulaire, comme le yoga. Et on y vient. Je voudrais que tu nous parles un peu de ta famille, parce que tu en parles souvent, de tes frères, de tes parents. Et moi, je le sais, mais je trouve que ce serait intéressant que tu racontes aussi un peu ce parcours familial qui fait que tu n'es pas une yogini opportuniste qui s'est mise au yoga il y a 2 ans parce que c'était à la mode. Tu es née dans le yoga. Et on ne le sait pas, mais ça fait vraiment partie de tes racines. Et moi, je suis persuadée que c'est aussi ton humour, c'est ta famille et ton yoga. Mais en fait, c'est marrant parce que tout fait sens, comme tu dis. Et il n'y aurait pas ce livre, et il n'y aurait pas cette photo, et il n'y aurait pas ma mousse si j'avais pas mes parents qui sont un couple vraiment très, très original, puisqu'ils ne sont pas de la même religion, pas de la même culture. Et en même temps, ils ont tout envoyé balader l'un et l'autre pour se mettre ensemble. Et puis même dans leur vie, puisqu'il y en a un qui était trotskiste, l'autre qui était hippie, bah cool, maman, elle a fait du yoga. En effet, j'ai vécu en communauté à Formentera, et donc on faisait du yoga, mais il y a donc
Oui, Dois-je le 30 ans. dire? Oui, On peut 20 dire ans. 30 ans. Alors moi, je dis toujours que j'en fais depuis 18 ans. Je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques années, mais Moi, vraiment, on ça peut fait dire. très très longtemps. Et en fait, d'ailleurs, c'est. Voilà, donc l'humour, ça serait vraiment la famille de mon père. Et ma mère, vraiment le côté développement personnel, puisqu'elle est attachée de presse de tous ces auteurs, Jacques Salomé, Marc de Smet, Paul Salomon. Donc moi, j'ai vraiment été biberonnée aux méthodes de développement personnel. Et même adolescente, je me Et tu moquais. méditais et tu étais Ah mais oui, mais déjà... maman, mais ils m'ont tout donné, tout ce qui est aujourd'hui tellement dans la société, tout ce que toi tu prônes, tout ce que les gens prônent. Mais en fait, ce que j'appelle le bon sens, en fait, le développement personnel, c'est du bon sens. La bienveillance, tous ces mots-là. Moi, mes parents, bah, les hippies, c'était vraiment maman. L'écoute intérieure. Ouais, l'écoute, mais bien sûr. Et donc, c'est marrant parce que moi, je me moquais un peu d'eux. T'imagines, quand t'es ado, t'es en sûr. rébellion avec tes Évidemment. parents. Et j'ai eu un très grave accident de voiture à 20 ans où j'ai mes tendons qui ont été complètement écrabouillés. Ma voix, d'ailleurs, parfois, elle peut repartir un petit peu en vrille comme ça. Et alors que je voulais être journaliste. Donc, tu vois, le drame. Et mes parents, Julie, tu es trop speed, tu vas trop vite. C'est pour ça l'accident de voiture, c'est symbolique parce qu'ils sont très dans le symbole, etc. C'est là, ouais, d'accord, d'accord. Va voir une prof de yoga, va faire du yoga. Et je dois dire qu'il y a un moment, ils ont eu raison. Donc j'y suis allée et j'ai rencontré Monique Mar qui a changé ma vie. Mais tout simplement, je ne peux pas le dire mieux, changé ma vie. J'étais très angoissée, j'ai été insomniaque, je suis arrivée, je me suis endormie. C'est possible de s'endormir au milieu de la journée comme ça, avec du yoga. Qu'est-ce que c'est magique? Ok, premier cours. Deuxième cours, je suis ressortie, j'avais l'impression d'avoir des semelles devant. Ting, 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 je me rappelle, je descendais la rue, j'étais là, je m'envole. C'est quoi ce... Tellement magique. Troisième, j'avais mon mémoire de maîtrise. Grâce à elle, bah, j'ai pu mettre, juste avant mon grand oral, des Edelweiss dans la tête, comme vous savez si bien faire, voilà, à la fin d'un cours de Bien yoga. sûr, les doigts dans la prise et les Edelweiss dans la tête. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je suis pas angoissée, je suis capable de passer un entretien juste en mettant ce que je voulais dans mon cerveau, et voilà, des nuages, des Edelweiss, la montagne, enfin, l'image qui te va pour te déstresser. Enfin bon, tout d'un coup, j'avais toute une boîte à outils que je pouvais actionner moi. C'est ça que je trouve formidable avec le yoga. Ça a changé ma vie, donc j'ai jamais arrêté depuis, donc on va pas répéter. Hein. Et cette boîte à outils, elle t'a accompagnée justement dans la période de transformation de vie, de doute aussi, parce qu'il y a un moment où c'était pas si Bien rose. sûr, jamais, non, non. Et tu n'as jamais eu envie de partager ça? De donner des cours? De donner des cours, de faire des conférences, d'enseigner, peut-être de partager la méditation ou un peu tes... Alors, je le dis à Parce tout que le c'est monde. une vraie chance aujourd'hui d'avoir ce parcours, entre guillemets, holistique. On est... oui, désolée. Elle kiffe, hein. Non, elle kiffe. Elle t'écoute, elle dort. Je suis désolée de te le dire. Vraiment, tu la passionnes, elle ronfle. Je la pèse. Voilà, elle a des Edelweiss dans la tête, Moon. Et c'est vrai que moi, je me rends compte de ça, et tu as la même chose que moi, c'est qu'aujourd'hui, on est 10 millions de pratiquants de yoga en France, 9,7 millions pour être précis. Je suis désolée. En 2017, on était 2,5 millions. Et nous, quand on a commencé, toi comme moi, avant les années 2000, on était très très peu. Tout le monde se moquait de nous, même presque. Je Mais dirais. finalement, tout ce qu'on a vécu jusque-là, tout ce parcours holistique, ces rencontres, etc., on en a parlé ensemble plusieurs fois, ce sont des petites graines qu'on a mises sur notre chemin qui font qu'on est là, toi et moi. Et aujourd'hui, on a envie d'offrir ce chemin quelque part qui est un rattrapage et de pouvoir faire accélérer les choses pour toutes les personnes qui découvrent le yoga. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Moi, en fait, si tu veux, j'adore transmettre et c'était très important aussi dans mon parcours. Et comme tu as dit, quand j'ai changé, le journalisme, c'est hyper éphémère. Tu donnes de l'info et ça s'arrête. Et quand je faisais des sujets, bah, tu les fais, puis après, boum, c'est soit publié, soit diffusé. Donc, j'avais vraiment envie de transmettre et c'est pour ça que j'ai monté ce MBA et c'est pour ça que j'ai des super profs qui sont que des professionnels qui interviennent. C'était justement, je pense qu'il y a un moment où tu es content de transmettre. Donc, oui, transmettre. Donc, le yoga, pareil. Mais sous quelle forme? Moi, je suis bonne pour donner de l'info. Donc, soit je suis système D, tu vois, ou Julie les bons tuyaux. Et donc, combien de fois j'ai emmené des amis avec moi faire du yoga? Ça, tout le temps. En revanche, moi, ce que j'adore faire, c'est que là, par exemple, j'ai plusieurs femmes mais comme toi qui sont soit profs de yoga, soit qui enseignent du yoga. Et donc ça, moi, j'ai envie de faire des podcasts avec elles. Tu vois, moi, c'est avec mon format. C'est marrant.
je me sens légitime pour beaucoup de choses. Je me sentirais pas du tout légitime pour donner des cours. En fait, je suis pas très bonne pour quand c'est trop sérieux, quand c'est trop structuré. En revanche, j'ai découvert le yoga du rire. Pourquoi pas le développer? Ça, c'est quelque chose qui me Bien sûr, c'est pleurait dans beaucoup. nos projets 2022. Voilà, moi c'est toujours avec un pas de côté, je suis comme ça. Donc autant dans mon boulot je suis hyper sérieuse pour si on devait voilà, faire un podcast de yoga, j'ai plein d'idées, voilà, mais donner des cours c'est pas mon truc. Voilà, c'est drôle que tu parles d'un petit pas de côté, c'est Marie Robert, tu sais, dans son podcast Philosophie Sexy qui dit toujours et si on faisait un petit pas de côté. Et tout à l'heure tu parlais de prendre du recul et c'est vrai que le yoga et l'humour nous aident justement à nous mettre à la bonne distance et donc à faire ce petit pas de côté et à voir la même chose, le même événement, le même phénomène, la même contrariété, mais juste sous un angle un poil changer différent. La caméra, moi, c'est et tout à coup, ça te heurte moins, ou ça te blesse moins, ou moi, tu vois une solution que tu n'avais pas envisagée. Ou mets-toi de l'autre côté. Ou moi, je suis vraiment cette personne qui est toujours un pas de côté. Et c'est comme ça que je vois la vie. Voilà. Et en revanche, tu vois, tu me demandais, oui, faire des conférences, raconter en quoi l'humour est bon, et puis et structurer ça, bien sûr, donner des tips, ça vraiment, parce que finalement, ça, je sais que j'ai la légitimité et je vois bien que je me l'applique et que ça marche bien et qu'avec cet Insta, j'ai compris que ça marchait bien. Donc ça, oui, tu vois, apprendre à mettre des lunettes roses, ça, pas de souci. Voilà, donner des cours de yoga, je me sens pas. Alors, il y a ce paradoxe de ton hyper-connectivité en lien avec le yoga. C'est un sujet dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec Sophie Flack, qui est venue dans les Conversations du Tigre, qui est la présidente du RI, donc l'Association pour la recherche sur le yoga dans l'enseignement. Donc, c'est toute cette promotion du yoga dans les écoles. Elle est présidente de ça, elle est yogi et en même temps, elle est hyper connectée, très geek, etc. Et on a parlé de elle a écrit un livre sur l'hyperconnectivité et comment gérer l'hyperconnectivité des enfants et des ados. Toi qui es yogi, donc qui sais faire le calme, tu vois, Evie, tu es hyper connectée et tu vois, je ne sais pas de quoi elle rêve, mais elle n'est pas en train de faire du yoga du sommeil. Je pense que c'est du nidra, c'est une forme de nidra un peu spéciale. On est aujourd'hui 24 millions d'utilisateurs d'Instagram en France. On augmente de 18 à 20% chaque année notre volume de consommation en temps d'Instagram. Toi, tu nous amènes de plus en plus sur Instagram et en même temps, tu es la première à savoir, parce que tu l'as expérimenté, à quel point le recul, le calme, le silence, la méditation et justement cette déconnexion, on en a besoin pour se régénérer, pour être résilient, pour être créatif. Tu vois, il y a un message à faire passer quand même. Il y a ce paradoxe. Non, c'est un vrai sujet et en plus, moi, je suis... Comme j'ai beaucoup de boulot et que j'ai plein de casquettes différentes, et cet Insta, et j'ai aussi beaucoup besoin de me ressourcer. Donc en fait, c'est vraiment un très bon équilibre. C'est comme moi, je me dis aujourd'hui que je suis une marathonienne de la vie, quoi. Et c'est un peu comme ça que je vois la vie. Donc je fais hyper gaffe. Alors j'ai cette chance d'être hyper rapide. Donc finalement, tu vois, regarde là, j'ai même pas mon portable. Je suis tout à fait capable d'avoir, franchement, passé des soirées entières. Tu vois, je suis pas du tout la fille lourde qui est sur son portable toute la soirée ou pendant un rendez-vous. T'es pas parce que tu es influenceuse, mais t'es pas en train de te prendre. Oui, alors ça, j'ai cette chance et ça, je ne saurais pas faire. En photo toute la journée. Non, je saurais pas. En plus, je ne saurais pas faire et j'aimerais pas. Non, en revanche, c'est vrai que je suis hyper rapide. Donc, quand on me demande, ça te prend du temps, cet Insta? Non, parce que c'est vraiment grâce à mon œil de journaliste que j'ai exercé toutes ces dernières années. Donc, je sais très bien. Pas 3 heures, tu spots les mêmes. Hyper vite. Pim, pouf, oui, non, non, oui, non, oui, oui, tu vois, et j'ai cette chance, c'est vraiment, je te dis, c'est comme quand j'étais journaliste, oui, un sujet où je déchirais la page, allez, très bien, hop, on fait ce sujet, oui, non, d'accord, oui, et bah, j'ai vraiment ce même réflexe, donc j'ai cette chance que, voilà, en fait, j'arrive à le nourrir très régulièrement et vraiment quotidiennement et parfois plusieurs fois par jour. Un jour, ça c'est sûr, ça je suis un peu dingue, hyper active, je dirais plutôt que je suis hyper active, quoi. Mais après, je lâche et en plus, comme pour tout, comme pour le régime, je m'interdis rien, sinon je serais un peu boulimique, tu vois, dans les deux sens, dans l'hyperconnexion ou sur la nourriture ou le reste d'ailleurs. Donc, en fait, je me dis, allez, ok, hop, on y va, bim, 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 et puis après, hop, j'ai un rendez-vous, j'ai un entretien. Mais tu es capable de couper. Complètement. Et ça, c'est important de le dire, tu vois, que non, tu es capable de couper, de faire le vide et d'avoir cette distance. De toute façon, je vais te dire, c'est comme tout, c'est comme dans le travail. Mais ça, je pense que c'est vraiment le yoga qui m'a appris ça. C'est que je sais très bien que si j'arrive et que je suis trop dans le pédalo et que je me fais complètement embarquer, bah, tu subis.
au lieu d'être toi actif. Et moi, je supporte pas ça. Donc, il y a vraiment des moments où, tu vois, il y a des soirs où mais même le téléphone. Et c'est vrai que parfois, les gens ne comprennent pas parce que parfois, je réponds pas immédiatement. Alors, j'essaie toujours de répondre vite et tout ça, mais c'est vrai que parfois, vraiment, j'adore faire le vide, le ménage. Et après, ça me réjouit de reprendre mon portable. Et ça te régénère aussi. Mais comme je suis obligée Mais tu de vois, le soir, de pas c'est sortir. vrai que c'est un sujet et on est à l'heure où on pratique tous de plus en plus le yoga en ligne. Enfin, tu le sais, moi je le fais avec Yoga Play. Et j'ai reçu dans les conversations Ludovic Jardin, qui est le cofondateur de Petit Bambou, qui est un garçon formidable. Ouais. Et quand on a parlé de ce sujet, de dire, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'amener les gens à se déconnecter, à faire le vide, à rentrer dans une écoute intérieure plus subtile, plus ajustée, mais tout en les gardant devant l'écran de Petit Bambou. Et là, Je crois pas, moi. écoute, il a été assez bouleversé. Il me dit, mais c'est mon principal problème. Et c'est un vrai sujet pour Alors moi. moi, je vais te dire, Tu vois, donc... Ouais, non, je vois très bien, mais je vais te dire, je vais reparler de mes parents. Ils sont toujours là. Mes parents, ils ont écrit plusieurs livres. Et donc, mon père avait une entreprise. Après, il a assez vite arrêté le trotskisme. Et ils ont fait ce livre qui s'appelle La vie en vert, le mariage de Woodstock et Wall Street. C'est eux mon père fait partie de ceux qui ont développé avec ma mère les Amis de la Terre. Et puis, un journal qui s'appelait Décision Environnement. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que non, tu ne peux pas aller contre la technologie. Et moi, j'ai suivi plein de fois des cours en ligne. Ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Je suis la première à avoir été contre. Ça marche très bien, c'est la technique. En fait, c'est pas vrai, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre la technique. Alors quoi? Enfin, tu vois, ça serait stupide alors que ça marche très bien le télétravail. Moi, je trouve que c'est génial. Ça dépend, c'est toujours la même chose. De façon mesurée, c'est formidable. Les réunions, quand il fallait traverser Paris pour aller à une réunion, alors qu'aujourd'hui, tu n'as pas ce truc pour traverser tout Paris. Donc oui, bien sûr qu'il faut faire du présentiel, mais le distanciel est bon aussi. Donc moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut toujours se marier avec la technologie. En revanche, c'est peut-être ça que je pourrais donner comme conseil. Tu sais, moi, j'avais appris à faire de la méditation pendant 3 minutes juste avant le confinement. Ça a changé ma vie là aussi. Tu fais 3 minutes, rien que 3 minutes de méditation. Si tu fais tout en conscience... 3 minutes par jour. Si tu fais tout en conscience, c'est gagné. En fait, c'est ça surtout la vie. Je trouve que c'est l'instant présent, profiter de l'instant présent et tout en conscience. Moi, une fois que j'ai eu ça, ça y est, ma vie est belle. Et ça t'évite d'être un passager clandestin de ton corps, de ta vie. Exactement. Et de pas plus être capable de te souvenir ce que tu as fait la veille. Quoi. Exactement. Et moi, j'adore ça. J'ai eu une dépression et une fois que je me suis relevée de ma dépression, et je me dis, il fait beau. Génial, je vais faire un quart d'heure de vélo, je vais manger ça, je suis avec Élodie à ce moment-là précis, je fais ci. Une fois que tu fais en conscience, je trouve que, je sais pas, c'est le meilleur conseil, la meilleure solution à la vie, quoi. Oui, Sophie Flack donne un très bon conseil, c'est qu'elle dit, comme toi, on ne peut pas aller contre, mais on peut partager. C'est-à-dire que on peut être derrière des écrans et devenir complètement solitaire derrière son écran, individualiste, se couper finalement du lien humain, du lien social. Ou alors, on peut partager. Et c'est ce qu'elle préconise de faire avec les enfants. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, avec les miens. C'est d'appliquer son conseil, c'est de dire, plutôt que d'aller contre, essayer de comprendre pourquoi on va avec. Et donc, de partager avec ses enfants de ce qu'ils aiment sur TikTok, de regarder ce qu'ils aiment. Moi, c'est exactement ce que je fais. Et du coup, moi, je sais que je fais partie des nombreuses mamans qui partagent Mamouze avec leurs enfants. Et moi, j'ai du plaisir à leur montrer ce qui me fait rire et finalement à créer un lien d'humour et un moment entre nous, même si c'est sur les écrans. Mais moi, écoute, moi aussi j'ai 2 garçons et j'ai mon ado qui est sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, j'adore regarder. Et tu sais, par exemple, il est hyper bien informé. Et il sait très bien ce que c'est qu'une fake news. Donc pour moi, journaliste, je me dis, mais c'est génial. En fait, En fait, c'est pour ça que je veux pas être... j'ai cette chance d'avoir des parents qui sont toujours dans le coup. Et moi, j'aimerais pas dire c'est nul Internet, c'est nul les réseaux sociaux, c'est nul TikTok, c'est nul cette génération. C'est pas vrai, c'est complètement faux. En fait, c'est des nouvelles façons de vivre, d'apprendre l'information, d'être cultivé. Et moi, je vois vraiment, je suis épatée par ce qu'ils apprennent sur les réseaux sociaux. Et en effet, en plus, moi, ils m'ont toujours aidé dans mes sujets. Tu vois, grâce à eux, je suis toujours à la pointe parce que TikTok... Sachant que tu as 2 fils très brillants en plus. Non, c'est aussi qu'ils me donnent... mais même comme la musique, comme tout, en fait, voilà, c'était mieux hier, c'est pas vrai. Il y a des trucs, franchement, encore une fois, aujourd'hui, on a fait des trucs formidables pendant le confinement pour aider les associations, pour la Maison des Femmes. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le digital peut vraiment nous aider. Tu vois, moi, je fais vraiment partie de... Bon, j'ai une famille de geeks aussi, hein. Alors, je vois que... Mais c'est ce qui t'a permis de te réinventer à un moment de ta vie où, justement, il fallait que tu arrives à franchir une nouvelle étape. Et il faut pas aller contre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que
Sophie? Alors, tu parles de la Maison des Femmes, justement, j'allais y venir. Et tu as dit, j'ai voulu savoir si l'humour pouvait guérir, et vérifier si des experts, des philosophes, des médecins avaient étudié la question de l'humour qui soigne. Donc, toi, tu proposes dans ce livre et dans ta vie et sur ton compte Instagram une thérapie par l'humour. Et en parallèle, tu es très investi dans des causes associatives et notamment la Maison des Femmes qui aide des femmes à travers des soins gynécologiques et pas que, puisque maintenant, ils ont énormément élargi les activités. C'est ça qui est formidable. Nous, on a de la chance de proposer du yoga dans cet endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que tu peux aider des gens en vraie souffrance, en souffrance physique, psychologique, émotionnelle, à travers la thérapie du rire? Alors, c'est très dur évidemment de répondre et ça, tu vois, c'est pour ça que moi, toujours à travers le côté journaliste, oui, j'ai eu des réponses. Moi, toute seule, je ne me sentirais pas du tout légitime pour dire ça. En revanche, quand je vois Rada Hatem, l'humour qu'elle a, qui est donc la fondatrice de la Maison des Femmes, le recul qu'elle a, et c'est vrai que tu vois, on rigole et même quand j'ai eu des infirmières, des médecins qui m'ont remercié de les faire rire, ça oui, je crois que bon, déjà faire rire, c'est une chose. Ensuite, il y a par exemple cette association que je trouve formidable, les clowns médecins, qui vont dans les hôpitaux et c'est prouvé que quand ils font rire les enfants, quand on leur enlève le sparadrap ou quand on leur met une seringue dans le bras, ils ont beaucoup moins de souffrance. Et c'est ça que j'ai découvert avec mon livre, c'est que c'est concret, que l'humour pouvait les accompagner, les aider, soulager la peine, la douleur. Il y a un film génial avec Robbie Williams qui s'appelle Dr Patch et il faut regarder, c'est génial parce que oui, bien sûr, mais de toute façon, ça c'est de la communication, c'est aller mais vers c'est l'autre. vrai que dans cette thérapie du rire, et c'est pour ça que tu nous fais du bien, c'est que tu décomplexes aussi l'idée de rire. Et je te l'avais raconté, mais je le partage, c'est que comme tu le sais, moi je travaille avec Eliscare et je suis bénévole pour Eliscare, qui est une ONG qui a créé des centres de survivants dans des camps, voilà, dans des camps de réfugiés et à ce titre, donc je suis allée plusieurs fois en Irak pour enseigner le yoga et partager le yoga avec des psychologues qui après vont donner des cours de yoga. Et quand j'étais en Irak, et ça m'est arrivé plusieurs fois avec Élise Bogossian, donc la fondatrice d'Eliscare, et Patrick Frappeau, avec qui j'ai monté ce programme, on a eu des fous rires incroyables. Et on s'est rendu compte une ou deux fois qu'on avait été pris en photo ou filmé alors qu'on faisait cette formation et ces cours de yoga. Et on est dans ce camp qui est un camp de réfugiés, donc je n'ai pas besoin de te décrire à quoi ressemble un camp de réfugiés. Et on a eu des vrais fous rires. Et on s'est interdit de mettre des photos ou des vidéos sur lesquelles on nous voyait rigoler ou être trop heureux. Et en fait, c'est idiot, parce qu'il n'y a pas de complexe à rigoler, parce qu'on leur donne de la joie, on partage. Mais c'est vrai qu'il y a une petite gêne à rire de tout. Et c'est pour ça que je te posais cette question. Non, tu as raison, évidemment que parfois il y a des situations où il ne faut pas rire. C'est juste un état d'esprit, je dirais. En fait, c'est de ne pas perdre... en fait, si tu perds ton œil qui frise ou si tu perds cette idée de pouvoir rigoler de tout, moi, en tout cas, ce serait le pire malheur qui puisse m'arriver. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai fait des situations assez difficiles, soit dans mon métier, soit dans le monde associatif, soit même dans ma vie privée. Hein. Je le raconte dans mon livre, le père de mes enfants qui fait des AVC, qui louche, et on fait une photo de famille où on louche tous, où il était sur un fauteuil roulant, et donc mes fils faisaient des roues arrière avec les fauteuils roulants. Je pense que là, on l'a aidé. Tu vois, si on était arrivé avec une tête d'enterrement où on était effondré, ce qui était le cas. Hein. Puis ça ne veut pas dire... Moi, j'ai toujours pensé ça, tu sais, souvent, même dans les rédactions, c'est la rigolote de service, comme si c'était négatif. Parfois, en France, on pense que si tu es rigolote ou si tu souris, tu es un peu légère, superficielle. Je ne crois pas. Moi, c'est une façon de s'accrocher à la vie, et de voir la vie et d'essayer de la rendre un peu plus jolie. Ça ne veut pas dire que derrière, je n'ai pas des soucis comme tout le monde ou que je ne suis pas... touchée par le monde, au contraire, je pense que je suis hyper sensible. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, c'est plutôt une façon de supporter la vie, voilà, dans les deux sens du terme. C'est très beau. Moi, je pense que tu nous offres une vraie sagesse du rire, une thérapie par le rire, mais une vraie forme de sagesse à travers le rire. Et merci au nom de toutes les personnes qui t'écoutent de nous faire rire chaque jour. J'ai toujours une dernière question pour les invités. Alors, jusqu'à la saison dernière, je demandais à tous nos invités
comment affronter la désorientation qu'on traverse avec cette période du Covid où on ne savait pas où on avait le droit d'aller, quand ça allait s'arrêter, et on sentait que les gens avaient perdu leurs repères spatio-temporels. Et je demandais donc à chacun de nos invités quel était son conseil pour affronter cette désorientation. Alors, on est un peu sorti de ce cadre-là, mais finalement, on sent bien que psychologiquement, les gens sont encore en fait, c'est de pire dans en une pire projection temporelle qui est compliquée. Parce que tu ne peux pas te projeter, c'est ça la plus grande difficulté. Et le cerveau humain n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Et c'est compliqué de ne pas pouvoir se projeter. Alors, toi, quel est ton conseil? Ouais, c'est marrant parce que j'ai cette chance, c'est que comme j'adore l'imprévu, comme j'adore surfer, est-ce que c'est surfer sur la vie, en fait j'adore que ce soit une surprise. Alors moi je dis, en fait je continue à faire comme si de rien n'était. Moi c'est pas depuis le début, je fais comme si de rien n'était et puis et je continue à avancer. Et puis je trouve qu'il faut se rattacher à l'essentiel, tu vois vraiment, c'est-à-dire et ne pas s'interdire quoi que ce soit. Puis après bon bah quelqu'un a le Covid ou ça s'annule, c'est pas grave, mais tu continues en fait, parce que si tu t'interdis de tout, c'est foutu. Alors que finalement, il vaut mieux dire, bah voilà, on se voit demain, on fait un dîner. Alors, évidemment, en petit comité, je ne prends pas du tout de risques inutiles. Moi aussi, j'ai des parents âgés, j'ai pas du tout envie de les faire souffrir, ou mes parrains, ou voilà. Mais je continue en fait. J'essaye de vraiment pas... tu vois, de même que je m'étais dit, il y a un moment où les infos, c'était trop dur, pareil, je fais un peu abstraction. Bah là, je continue, je fais un peu abstraction de ce qui se passe. Continuer, surtout continuer, ne rien à être s'attarder. du côté de la vie et de l'humour. C'est ce que j'allais dire, ouais, côté de la vie, exactement. Mais merci mille fois, merci d'être venu partager cette sagesse du rire et cette thérapie du rire. Et donc, je vous remontre, voilà, pour une thérapie du rire aux éditions Jouvence. Merci à toi surtout. Voilà, et merci pour tout ce que tu es, merci pour tes sourires et merci d'être une si belle représentante du yoga. T'es trop sympa, merci à toi. Namasté. Namasté.